vous propose ce webinaire qui sera enregistré, sur lequel il y aura effectivement un replay. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent revérifier un petit peu ce qu'on aura dit, ou qui n'auront pas pu y participer, on aura l'occasion d'avoir un support et un replay disponible, effectivement. En tout cas, merci à tout le monde d'être présent. Merci aux intervenants qui vont parler tout à l'heure de leurs différentes démarches et différentes actions qu'elles mettent en place. On est là jusqu'à 15 heures sur un webinaire où l'idée, c'est vraiment de vous présenter des initiatives sur la filière des articles chaussants, donc qui est relativement large. On aura un petit panel avec les différents partenaires de ce webinaire pour vous présenter un petit peu les enjeux autour de cette filière. Ce qu'on a prévu de voir aujourd'hui jusqu'à 15 heures, c'est ce programme-là. Donc, on va faire une petite partie introductive. Donc, moi-même, au sein de Soltena, je vais présenter un petit peu rapidement nos missions, avec Edwina pour l'ADI, et puis j'espère Félix pour Réseau Cuir. Pourra éventuellement parler de la filière chaussures. Et puis ensuite, on a prévu surtout un gros temps qui vise à présenter des initiatives et des retours d'expérience d'entreprises régionales qui ont mis en place des actions autour de l'éco-conception, autour de l'intégration de l'environnement dans leur entreprise, dans leur offre. Donc, quatre témoignages très intéressants, assez complémentaires les uns et les autres. Je vous laisse réécouter un petit peu ce que les uns et les autres auront à nous dire. On aura pour cela aussi un temps d'échange qui est prévu, donc un temps de questions-réponses. On a mis une quinzaine de minutes, néanmoins, on le dissociera en deux phases, hein. Après le témoignage de Ochangoa et de Zeta Shoes, on fera un premier temps d'échange parce que les deux personnes, Nelly et Laure, je crois que devront nous quitter un petit peu avant, donc pour au moins recueillir les quelques éléments que vous auriez pu avoir. Et puis ensuite, on aura un second temps de questions-réponses en fin de webinaire. On a aussi pour objectif, en tout cas pour finalité autour de ce webinaire, c'est pour les acteurs qui sont présents, notamment les entreprises, c'est qu'il y a des aides qui existent pour vous accompagner sur tout le volet environnemental et le volet, je dirais, plutôt spécifiquement dédié à l'éco-conception. Donc on aura peut-être, j'aurai l'occasion de vous présenter ça en synthèse à la fin de ce webinaire. Et donc, juste pour repréciser un petit peu les intervenants, en tout cas les partenaires de ce webinaire, donc moi, je représente une association qui s'appelle Soltena. Donc, je suis basé à Poitiers, j'ai des collègues aussi à Bordeaux et à Limoges, et je suis plus spécifiquement en charge du volet éco-conception avec un programme qui est dédié aux entreprises et aux clusters et aux réseaux en Nouvelle-Aquitaine qui s'intitule Bicom. Donc voilà, donc c'est vraiment un dispositif qu'on porte au sein de Soltena avec la CCI et puis évidemment avec le soutien financier de l'ADEME et la région. Donc dès l'instant où vous avez un projet en lien avec cette approche produit, cette approche éco-conception que je vais essayer de détailler rapidement par la suite sur le volet notamment de la filière chaussures et articles chaussants, je suis effectivement la porte d'entrée sur ces questions-là. Je vais juste faire la petite partie introductive sur la démarche d'éco-conception, qu'est-ce qu'on en entend. Et puis ensuite, Edwina et puis Félix repréciseront un petit peu les enjeux qu'on va retrouver au sein de la filière textile et de la filière chaussures de manière complémentaire. Donc, juste pour repréciser un petit peu les grands termes hein, sur la démarche d'éco-conception, on va parler de produits aujourd'hui, donc de produits, d'articles chaussants. Ce produit, il va avoir différentes étapes, hein, une notion de ce qu'on appelle le cycle de vie, donc des matières premières qu'on va extraire, qui peuvent être des matières fossiles, des matières renouvelables, des matières recyclées. Il va y avoir des étapes de fabrication et de transformation de ces composants, d'assemblage des différentes pièces et des différentes parties qui vont composer notre produit, des étapes logistiques, de transport, de l'emballage, une phase d'utilisation de ces produits-là, et puis un jour ou l'autre, nos, nos produits, dans une démarche d'éco-conception, vont arriver en fin de vie. On va essayer d'avoir une vie la plus longue possible, donc avec différentes stratégies qui vont être abordées pour favoriser par exemple le réemploi, la réparation, la réutilisation ou le recyclage de ces éléments. Et puis quand on parle d'éco-conception, un enjeu important qu'on abordera, je pense aussi, c'est la notion d'évaluation d'impact environnemental. Donc, mesure des émissions de gaz à effet de serre qui va être connue dans beaucoup de filières et dans beaucoup d'approches. Mais dans une démarche d'éco-conception, on va, dans l'idéal, essayer de mesurer d'autres indicateurs complémentaires pour éviter ce qu'on appelle les transferts d'impact. Donc, juste de manière très très synthétique, hein, c'est des choses qu'on aborde dans tous les webinaires qu'on propose dans notre démarche régionale Bicom avec différentes filières. Mais les points clés d'une démarche d'éco-conception, c'est qu'évidemment, c'est quelque chose qui va être en termes d'amélioration continue. Je pense que les intervenants qu'on aura tout à l'heure le préciseront. Il va toujours y avoir la question de faire des choix, faire des compromis. On n'arrivera jamais à trouver la meilleure solution, le produit à zéro impact environnemental. Donc, à chaque fois, on va essayer de trouver ce
ce qui est le mieux par rapport à différentes stratégies économiques, environnementales, d'approvisionnement, de demande de clients, etc., etc. Les éléments autour du contexte réglementaire vont aussi être un fort levier d'action dans l'éco-conception. Je vais juste le représenter juste par la suite. Et l'intérêt, en tout cas les avantages d'une démarche d'éco-conception, souvent ça va permettre de poser de nouvelles questions. Je pense que là, si vous participez à ce webinaire, que vous avez des questions aux différents intervenants qu'on aura tout à l'heure, n'hésitez pas à les noter ou même à les indiquer dans l'onglet conversation. Voilà. L'idée aussi de l'éco-conception, c'est pas de faire de l'environnement pour de l'environnement dans un produit, mais c'est évidemment d'intégrer la dimension de performance. Un produit va être utilisé, c'est quand même la finalité première de celui-ci. Donc là aussi, les critères de durée de vie et de durabilité sont au cœur d'une démarche d'éco-conception. Alors juste, je vais faire très, très rapide, pour, cette partie introductive, mais quand on fait de l'éco-conception, il y a plein de leviers qui existent. L'ADEME en présente, autour de 8 leviers, donc sur cette notion de cycle de vie, donc le choix des matériaux et cetera et cetera. Sur l'ensemble du cycle de vie, on va les retrouver. J'ai essayé de voir quelques enjeux ou en tout cas des choses qu'on va voir dans la suite des témoignages de nos 4 intervenants. Globalement, on va parler de choix de matériaux, on va parler de procédés de transformation, de questions de durabilité, d'entretien des produits textiles, de possibilité de les réparer, de les revendre, de séparer les différents composants et en dernier lieu, de les recycler. Donc, c'est un petit peu les grands leviers ou les grandes stratégies d'éco-conception qu'on va pouvoir essayer de voir par la suite. Et juste pour finir sur ce contexte introductif, je parlais de réglementation. Alors, plus largement, que dans le secteur de la chaussure, mais néanmoins, la filière textile va quand même être un levier, ou en tout cas, ça va, dans les chaussures, on va utiliser un certain nombre d'éléments textiles, pas seulement, mais en tout cas une bonne partie. Et dans la filière textile, il faut savoir que le contexte réglementaire est assez important, notamment au travers d'un outil ou d'un dispositif qui est l'affichage environnemental des produits. Donc d'ici, en tout cas sur l'année 2024, il y a une première phase d'expérimentation qui va être mise en place de manière très, très importante, de manière volontaire, mais en tout cas des méthodologies qui existent pour mesurer l'impact environnemental des produits textiles en intégrant différents critères, donc le cycle de vie, la durée de vie, la durabilité, le choix des matériaux, etc., etc. Là aussi, il y a des outils qui existent et si vous avez besoin de vous faire aider pour pouvoir traiter ces sujets-là, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. L'ADEME, notamment, propose des outils et pilote notamment ces dispositifs-là, en lien également aussi avec les éco-organismes. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je vais laisser tout de suite la parole à nos partenaires, hein, Edwina, qui représente l'ADI. Merci, merci bien Damien et bonjour à toutes et à tous. Donc ADI Nouvelle-Aquitaine, bon, Edwina Milan, je suis chef de projet textile et mode durable, santé et bien-être au sein de l'ADI. L'ADI, c'est quoi? C'est l'Agence de développement et d'innovation. En Nouvelle-Aquitaine, nous sommes une équipe de 82 personnes réparties sur tout le territoire néo-aquitain sur 6 sites, Bordeaux, Bidart, Pau, La Rochelle, Poitiers et Limoges, où je travaille plus particulièrement. Nous sommes une équipe au service des projets d'innovation, des entreprises, des territoires et des filières. Et notamment sur le sujet des thématiques émergentes et la structuration et l'animation de filières à venir, on va dire, il y a celui du secteur du textile. La filière textile étant une filière prioritaire pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui veut mettre en avant, démontrer la dynamique régionale sur le sujet du textile et de la mode durable, responsable et ambitionne même d'être leader, en fait, une région leader en France sur le sujet. On peut continuer si tu veux, Damien. Juste au-dessus, si tu veux, vite fait. Voilà, parmi les principaux sujets qui ont été animés en 2023, vous pourrez le voir au niveau sur la thématique des transitions sociétales, environnementales. Nous en sommes plein dedans avec le sujet du textile et mode durable. Donc, à cet effet, on peut continuer si tu veux, à cet effet, depuis 2 ans, donc ADI mène une action au départ d'exploration et ensuite d'animation auprès et avec tous les acteurs de l'écosystème pour mettre en place
et structurer, animer cette filière. Ça se passe comment? En fait, tout d'abord, il a fallu identifier les entreprises, intégrer et proposer à l'ensemble de la filière une cartographie qui représente les acteurs identifiés sur toute la chaîne de valeur. Cette cartographie, bien évidemment, évolue au fur et à mesure de l'arrivée et de l'identification de nouveaux acteurs de la filière. Et puis, ce travail se fait en collaboration avec les têtes de file de réseau et les clusters de la région. Quelques exemples d'actions. Donc, avec Soltena l'année dernière, voilà, une journée textile Recita, lors de laquelle j'ai pu présenter les résultats de cette mission d'exploration. Avec Soltena, nous proposons des webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui, avec l'année dernière déjà sur l'éco-conception textile, la teinture naturelle, celle d'aujourd'hui. Et puis Damien l'a dit tout à l'heure, en fin d'année, si tout va bien, nous pourrons proposer un webinaire sur l'affichage environnemental qui arrive à grands pas pour une mise en application à partir de 2025. Ça passe aussi par de la visibilité nationale en organisant des événements. L'année dernière, peut-être que certains d'entre vous étaient présents, nous avons co-organisé avec la région et l'ADEME et les clusters la première semaine de la mode responsable en Nouvelle-Aquitaine. Donc, avec une journée à Biarritz, tournée notamment autour des solutions innovantes sur la traçabilité, l'économie circulaire, la revalorisation des déchets textiles, le réemploi plus particulièrement. Et puis à Poitiers, où c'était plus une rencontre des acteurs de la filière pour déjà se connaître et puis anticiper ce qui arrive dans les paysages au niveau de la loi AGEC, passeport digital produit, et puis des transitions et des mutations au niveau du modèle économique des entreprises en lien avec les nouvelles réglementations. Cette année, ce sera reconduit sous la forme d'une quinzaine de la mode responsable. Le programme n'est pas encore définitivement construit, on va dire, mais il y aura beaucoup d'actions également auprès du grand public, pas seulement auprès des entreprises. Puis visibilité internationale, puisque l'ADI fait partie d'un réseau européen, Entreprise Europe Network, qui est un réseau très, très important à travers l'Europe et le monde. Et ADI, et moi plus particulièrement, sont membres du secteur groupe textile. Très bien, merci Je vais Edwina. arrêter là parce que c'est long. Ouais. Oui, vous faites beaucoup de choses. C'est vrai qu'on est souvent en lien avec vous. Ouais. Et donc, juste pour finir, voilà, on a Félix aussi, qui a double casquette. Eh bien, bonjour à tous et merci encore Edwina et puis Damien de cette présentation de votre travail, votre engagement pour notre filière. Réseau Cuir en Nouvelle-Aquitaine regroupe sur ce territoire tout un tas d'activités ancrées dans le patrimoine immatériel. Le métier du cuir, bien sûr, est tout un savoir-faire très important pour notre région. Réseau Cuir est une association pour regrouper et mutualiser tous les acteurs autour de la filière cuir. L'objectif de cette filière cohérente, c'est de mettre en réseau, à travers Réseau Cuir, tous les acteurs qui travaillent autour de cette matière et de leurs partenaires. Accompagner aussi toutes les entreprises qui touchent à cette matière sur leur développement économique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est aussi intervenir aujourd'hui dans l'élevage, des actions au niveau de l'élevage, auprès des mélaisseries, auprès des tanneries, dans l'industrie, auprès des artisans et bien sûr auprès de la formation, c'est-à-dire les écoles, les campus, les universités. Nos points d'action, on va dire, sur le terrain et nos missions sur le terrain de la Nouvelle-Aquitaine, c'est d'animer auprès de nos interlocuteurs, les entreprises, et d'animer tout projet collaboratif autour de développement et d'offrir aussi avec des acteurs comme l'ADI, la région, des projets d'attractivité sur les territoires, et puis ensuite de construire une base technique sur les métiers du cuir. Une base aussi sur la vie économique pour pouvoir donner à cette filière d'excellence aujourd'hui sur notre territoire tous les atouts pour parler de développement. Qu'est-ce que c'est le développement aujourd'hui? C'est recenser les besoins auprès de nos adhérents et de la filière cuir, de diagnostiquer et d'accompagner aussi individuellement ou collectif tous les acteurs de cette filière.
Bien sûr, en développement, on parle de veille technique, on parle de veille informatique, on parle aussi de veille sur les chiffres, on parle aussi de partenariats innovants aussi. Bien sûr, fédérer et accueillir auprès de notre cluster, c'est aussi engager des événements collectifs fédérateurs sur des séminaires, des immersions et puis des manifestations avec je veux dire, des tables rondes pour pouvoir discuter comme aujourd'hui de cette, je veux dire, de la problématique, je veux dire, en général, des besoins de nos entreprises. À travers aussi notre cluster, nous organisons aussi des sessions de travail autour de la formation et du recrutement et bien sûr des thématiques comme la RSE. Pour parler de la chaussure aujourd'hui, puisque c'est je veux dire, l'ADN de cette journée, la fabrication aujourd'hui de la chaussure, par exemple de luxe, représente à peu près 150 opérations dans les processus de fabrication. Donc, un savoir-faire et un savoir à cultiver, qui est bien français. Le rôle de la Fédération de la chaussure est de valoriser les acteurs de la filière auxquels ces savoir-faire, créativité, compétitivité est primordial. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une soixantaine d'actions collectives sont générées par la FFC, la Fédération française de la chaussure. Et juste pour vous donner quelques chiffres, nous avons aujourd'hui 90% des Français qui se déclarent prêts à acheter des chaussures fabriquées ensemble pour soutenir l'entrepreneuriat français. C'est très important de vous rappeler ce chiffre-là. Aujourd'hui, la production de nos articles chaussants en France, ça représente à peu près 30% pour, je veux dire, la partie du chausson intérieur. Bon, ensuite 51%, on va dire, de ce qu'on appelle ville et détente. 3% malheureusement pour les sports et autres, et puis 16% pour la sécurité et le travail. Je veux dire qu'aujourd'hui, nos chiffres sont parlants sur nos activités. On va parler de la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est la première région de France pour l'industrie de la chaussure, avec la plupart des chiffres d'affaires qui aujourd'hui, je ne peux pas vous les présenter parce qu'ils sont en train d'être mis à jour, mais on pourra dire que 28% du chiffre d'affaires de la production en France est en Nouvelle-Aquitaine. 31% du personnel au niveau des métiers du chausson sont en Nouvelle-Aquitaine. 44% de la fabrication de nos chaussons est en Nouvelle-Aquitaine. On reconnaît aujourd'hui que la Nouvelle-Aquitaine est leader dans cette filière et c'est pour cela aujourd'hui nous avons cette action qui est menée par notre ami Damien et Edwina. Très bien. Eh ben merci, merci Félix aussi pour ce contexte introductif et tous les chiffres que tu as évoqués. Effectivement, c'était pour ça qu'on avait aussi souhaité vous associer parce que vous représentez cette fédération au niveau régional. Alors, donc... je voudrais juste dire que Jean-Claude Jégou, qui est un icône de la fabrication et puis du milieu de la chaussure, est parmi nous aujourd'hui. J'aimerais que Jean-Claude se présente, ça serait très très bien, puisqu'il représente aujourd'hui aussi la Fédération française de la chaussure. Jean-Claude? Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi Jean-Claude Jégou, je suis un ancien fabricant de chaussures en Nouvelle-Aquitaine et depuis 13 années, j'accompagne les adhérents de la Fédération française de la chaussure sur différentes problématiques. Disons que je fais le lien entre les permanents de la fédération qui sont à Paris et les industriels sur le terrain. Donc voilà, je rajouterai que ceci, car tout ce qu'a dit Félix est vrai et je le remercie pour son introduction de la filière, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Eh ben merci à tout le monde. On va passer maintenant dans la phase témoignage, hein, justement pour présenter de manière concrète comment des entreprises peuvent intégrer l'environnement dans leur offre et quelles peuvent être les différentes stratégies qu'elles se portent. Donc, on a à peu près 1 heure sur ce volet-là, sur les quatre témoignages qui vont représenter des filières d'activités différentes, des actions différentes, effectivement aussi, et des secteurs d'activité, des marchés aussi complémentaires. Si vous avez des questions, il y a un petit bloc soit conversation, soit questions-réponses. N'hésitez pas à le mettre. Et puis comme ça, nous, on essaiera de les centraliser pour après les retranscrire aux différents intervenants. Donc, dans l'ordre, on voulait faire appel donc, tout d'abord à Nelly Fontaine, donc, qui représente Ochangoa. Alors, c'est moi qui vais passer les slides à chaque fois. Donc, je sais qu'il y a pas mal de... Pour tout le monde, les contenus sont assez denses, donc j'essaierai de faire au mieux. Mais voilà,
présenter un petit peu l'activité, l'entreprise que vous faites et puis les actions que vous mettez en place dans vos produits. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nelly Fontaine. Je suis responsable de la marque Ochangua et je vais vous présenter donc, les espadrilles en jean upcyclé. Mais il faut savoir qu'à l'origine, ce n'était pas le produit qui devait être présenté. À l'origine, c'est un jean pour la pratique de la voile, la pratique sportive qui devait être développée. Mais j'avais déjà anticipé sa fin de vie quand je l'ai élaboré. Donc, à la fin de sa vie, il devait être transformé en espadrille, en un produit qui devait représenter le Pays Basque. D'où le nom Ochangoa, qui veut dire l'excursion, le haut du mont Ori et le haut de Olatu-la-Vague. Donc, ensuite, je me suis rendu compte que le jean consommait énormément d'eau, était très polluant et qu'il était devenu aujourd'hui le symbole de la surconsommation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a focalisé sur cette matière suite au fait qu'il devait développer un jean. Je n'ai pas la main sur mon... Donc, l'objectif aujourd'hui d'Ochangua, c'est vraiment d'optimiser cette matière du jean, en fait, qui est conçue à la base pour résister, parce que c'est une matière qui est pour le travail. Donc, l'objectif, donc on l'a transformé en espadrille pour faire perdurer cette matière, l'optimiser un maximum et du coup de réduire notre impact environnemental tout en valorisant un savoir-faire local. Donc, notre philosophie là aujourd'hui, c'est vraiment d'impulser un nouveau mode de consommation, justement en optimisant la matière qui est déjà fabriquée. On n'a pas besoin de reproduire de la matière, ce n'est pas des rouleaux qu'on coupe. On optimise cette matière et on la transforme en produits qui valorisent un territoire, mais c'est aussi des produits qui vont être faits à la main. Donc, l'upcycling, voilà, ce sont des espadrilles qui sont upcyclées. Donc, quand on entend upcycler, il y a tout un process en fait qu'on met en place. Donc, il y a toute une phase de collecte. Donc, il faut savoir que la collecte aujourd'hui, elle se fait à 500 mètres de chez moi. Donc, en termes d'émissions, on est relativement bas. On a toute une phase de tri. On va trier les jeans qui sont de très bonne qualité, assez costauds, ceux qui sont plus légers au niveau des couleurs. On passe ensuite au lavage, au repassage, à la découpe. Qui prend énormément de temps en fait parce que du coup on va essayer d'optimiser nos jeans en évitant les trous, les taches. Donc on a un gros travail de placement. Et ensuite on a toute la phase d'assemblage et de collage parce que du coup on en fait aussi des simples. Donc tous les jeans qui sont de très bonne qualité, assez costauds, on utilise des espadrilles en simple. Et quand on voit que les jeans qui sont plus simples, qui sont plus fins, en fait, on les double. Et on les double avec des anciennes chemises pour les renforcer, justement. Donc, on a toute une phase de collage. Et ensuite, donc une fois que cette partie assemblage est montée, on assemble justement la semelle avec la partie dessus, tout avec couture main. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, voilà, donc on collecte exclusivement juste du 100% coton parce que du coup, ça nous permet d'avoir un chausson qui ne bouge pas et de ne pas refaire des chaussons, des développements à chaque fois. Donc on garde cette base de 100% coton et c'est aussi le plus résistant. Et ensuite, on collecte aussi des chemises, on les double avec les chemises. Et ensuite, on a donc les semelles qui sont composées de jute ou bien de chanvre, aussi de chanvre avec du lin. Et tout ça, c'est assemblé à la main. Donc, pour justement, suite en fait, à mon projet initial qui était d'avoir un jean transformé en espadrille, et quand j'ai voulu créer le concept, donc j'ai fait appel à un partenaire basé à Mauléon, justement, avec qui je partage les mêmes valeurs et qui m'a suivi dans mon projet. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en valeur le savoir-faire de Mauléon au travers de ces espadrilles. Et donc, il m'a suivi et ce qui m'a permis justement de mettre en lumière ce savoir-faire. Donc, aujourd'hui, on est dans une démarche 100% éco-responsable, c'est-à-dire qu'en fait, sur le site, aujourd'hui, on produit une pièce
Et ensuite, on décline les tailles possibles parce que par exemple, sur une gamme de doublés, on ne va pas pouvoir en faire 50 ni 10. En fait, dans une chemise, je vais pouvoir en couper 3 ou 4. Donc, je fais une première paire que je mets en ligne et je propose les tailles suivantes en possibilité d'achat. Ensuite, la collecte, elle est vraiment locale. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle est à 500 mètres de chez moi. Et ensuite, j'ai mis en place également, donc je ne l'ai pas mentionné ici, mais j'ai mis en place également une partie réparation. Donc, les personnes peuvent nous renvoyer la paire à réparer. Donc, c'est tout fait de manière à éviter de renvoyer le produit chez le fabricant et de faire des allers-retours. On le fait sur place. Donc, ensuite, je vais vous présenter quelques-uns de nos modèles. Donc là, c'est la gamme classique. Donc c'est vraiment la gamme avec laquelle on a commencé. Donc c'est les toiles les plus rigides, les plus costauds. Donc on utilise en simple. Donc on a, pour justement aider le consommateur un peu à se repérer sur ce qu'il va recevoir plus tard chez lui. Donc on les a classés par couleur, par teinte en fait, les clairs, les moyens et les bleus. Ensuite, on est parti sur les doublés. Donc ça, c'est pour toutes les toiles qui sont un petit peu plus fragiles, qui sont un peu plus fines. Pour renforcer les chaussures, on les a doublées avec des anciennes chemises, mais c'est aussi pour leur donner une personnalité, leur donner une pointe de graphisme et du charme, en fait. Donc là, il y a toute une partie... quand je prends une chemise, j'essaie de trouver le jean qui va aller bien, la bonne teinte, qui va bien se marier avec la chemise. Donc il y a toute une partie création qui est assez forte là-dessus, le petit biais qui va venir par-dessus. Enfin, voilà. Chaque paire, en fait, est vraiment unique. Comme je dis, il y en a 3 paires qui seront possibles en 3 tailles différentes seulement, par exemple. Là, c'est le dernier modèle qu'on a développé. Donc là, c'est vraiment mettre en lumière ce côté chemise. Donc, on a le revers avec la petite croix. Et là, on a la broderie à la main. Donc, on a aussi au fond, on a un petit pas de cuir pour le confort, effectivement, qui vient de chez la Tabricaria qu'on a gravé. Ensuite, c'est une collaboration avec la mairie d'Anglet. Je vois qu'il y a la deuxième photo qui n'est pas passée. Donc là, c'est une collaboration avec la mairie d'Anglet qui voulait jeter ses tenues de travail, qui ne savait pas quoi en faire et qui a fait appel à mon savoir-faire pour essayer de remettre en valeur en fait, ces tenues-là et ne pas les jeter et pour les revaloriser. Donc, on a fait une gamme de leur tenue bleue, une gamme avec leur tenue jaune. Voilà. Et en mariant avec les jeans également. Et oui, Donc, voilà. et donc aujourd'hui, moi je suis fondatrice de Haute-Changoa, mais j'ai également une agence de design avec une formation en fait de stylisme et modélisme, et ça fait 20 ans que je suis dans le textile. Et aujourd'hui, donc, je suis passée chez des importateurs, chez des marques, j'ai travaillé pour justement à l'étranger également, et pour des usines asiatiques. Donc ça m'a vraiment permis de voir un peu tout ce qui se passait dans l'industrie textile depuis un petit moment. Quand on développe des prototypes, justement, ça part, ça revient, on fait des modifications et tout ça. Donc effectivement, je voyais tout cet impact environnemental depuis un petit moment. Et en fait, c'est depuis 2016 que j'ai cherché à mettre en place ce développement de la nouvelle marque. Et le Covid est arrivé, et c'est pour ça que tout s'est arrêté et que finalement, on a atterri à l'espadrille, parce qu'au départ, c'était le jean qui était prévu. Et avec le Covid qui a tout interverti, j'ai interverti ma stratégie. On est passé au plan B, parce que tout était prêt, le shooting photo était prêt, et du coup, les usines qui fabriquaient mon jean se sont mis à fabriquer des masques. J'ai dû tout arrêter, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'à la sortie du premier confinement, que les espadrilles ont vu le jour. On a travaillé sur le lancement pendant toute cette période Covid. Voilà. Eh ben ok, super, merci Nelly. Donc les différentes, on a vu un petit peu toute l'offre, l'organisation, un peu cette notion de cycle de vie, comment tout cela est fabriqué. Donc si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, voilà, à les centraliser. On aura un petit temps de questions-réponses juste après le témoignage de Laure pour notre entreprise toujours dans la chaussure, mais Zeta, voilà, qui est basée à Bordeaux. Donc, Donc vas-y, Laure, si tu veux, je pense que ça doit fonctionner. Et puis bah Oui. pareil,
j'ai le support. Je sais que pareil, il y a beaucoup d'éléments. Je vais essayer de passer au bon moment, hein. Ça marche, merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je suis Laure, je suis la fondatrice de Zeta. C'est une marque bordelaise qui a été créée il y a 4 ans. Et donc, depuis 4 ans, on fabrique des baskets qu'on veut zéro déchet, du moins le plus possible. Donc, qui sont recyclées, véganes et fabriquées en circuit court en Europe. Pour remettre un peu dans le contexte, initialement, donc il y a 4 ans, j'étais étudiante à l'IE de Bordeaux en management. J'ai fait différents stages dans l'industrie de la mode et de la chaussure, dans une entreprise d'espadrilles, justement, au Cambodge. Puis ensuite au Pérou, dans une entreprise de sac à main. Et puis aux Pays-Bas. Et en fait, petit à petit, j'ai pris conscience de l'impact de l'industrie de la mode, oui, sur l'environnement et puis sur les hommes aussi. Et puis surtout de l'industrie de la sneaker. On en parlait peu, mais la basket, c'est un produit qui se vend par milliards chaque année, que tout le monde a dans sa garde-robe, mais qui est extrêmement polluant parce qu'il est composé de matières synthétiques pour la majorité, du plastique, du polyester, du cuir synthétique, et fabriqué dans des conditions peu transparentes dans des usines à l'autre bout du monde. Donc il y avait un vrai sujet au niveau de la basket. Et donc l'objectif, c'est de se dire, je vais essayer de créer une alternative qui soit fabriquée intelligemment, en circuit court, propre, et puis en Europe, relocalisée en Europe. Donc j'ai mis quelques chiffres brièvement, mais pour reprendre les chiffres liés à la conception du produit, on trouve 3 kilos de déchets recyclés dans une paire de chaussures. On a à peu près 80% de matériaux recyclés dans une paire. Et puis, à date, on a vendu 47 000 paires de baskets. Les trois points qui nous caractérisent, c'est d'abord l'innovation produit. On essaye de créer des produits qui soient le plus innovants, oui, mais aussi le plus durable possible. On s'est lancé en 2020 avec une première collection fabriquée à partir de marc de raisin. L'année d'après, on a lancé une collection à partir de maïs. En 2022, on a collaboré avec Nespresso pour fabriquer une paire à partir de marc de café. Et on a lancé la semaine dernière une paire de baskets fabriquées à partir des déchets de la production oléicole, donc déchets de la production d'huile d'olive, qui sont en fait extrêmement nocifs. Je l'ai appris en découvrant cette matière-là, mais leur transformation est extrêmement nocive pour l'environnement et puis pour l'eau. On essaye d'avoir une démarche la plus circulaire possible. On se source uniquement en Europe à partir de fournisseurs qui sont choisis, sélectionnés par rapport à leur distance, par rapport à l'usine d'assemblage final. On a notre fournisseur de semelles, par exemple, qui est situé dans un périmètre de 10 km par rapport à l'usine d'assemblage final. Donc, c'est l'un des critères pour lesquels on choisit un fournisseur lorsqu'il faut les sourcer. Et le cahier des charges, donc c'est distance, matière recyclée le plus possible, et matière végane, puisqu'on a une grande communauté de clients véganes voilà, dans notre communauté. Et enfin, le dernier critère, c'est la transparence. On essaie d'en montrer le plus possible et de tout dire aux consommateurs. Donc, on est très transparent sur le prix, combien coûte une paire de chaussures et quel est le détail des coûts. On l'explique très précisément sur le site internet. On essaye d'en montrer le plus possible sur les usines, tout ce qui se passe à l'intérieur même des usines et de mettre en lumière nos artisans. Il y a 2 ans, pour contrer un peu le Green Friday, on a créé le Give Back Day. Pour chaque paire de chaussures, 10 € étaient reversés dans une cagnotte en faveur des artisans et pour les mettre un peu en lumière et pour les remercier d'être là au quotidien. Et donc, ça fait vraiment partie de notre identité. Lorsqu'on doit augmenter les prix pour des raisons de coût de matières premières ou parce qu'il y a un contexte inflationniste, on explique aux consommateurs pourquoi est-ce qu'on le fait. Et généralement, c'est très apprécié et on prend un peu le contre-pied de toutes ces marques qui ne montrent pas grand-chose en essayant justement d'en montrer le plus possible. Pour revenir brièvement sur les collections qu'on a lancées, donc la première, c'était celle à partir de raisin, la collection Alpha, ensuite de maïs, ensuite de café et enfin à partir de déchets oléicoles.
En fait, c'est la tige, donc c'est l'extérieur de la chaussure qui est fabriqué à partir de matière végétale. Et ensuite, on retrouve uniquement des composants recyclés. Donc pour la doublure intérieure, on va avoir du plastique recyclé, du PET recyclé, semelle extérieure fabriquée à partir de caoutchouc recyclé, lacet en coton recyclé ou PET recyclé. La colle, c'est du latex revalorisé. Le fil, c'est du PET recyclé également. On essaye de limiter les étiquettes sur les chaussures pour créer le moins de déchets possible. Il n'y a pas d'ajout d'œillet en métal. C'est une basket qu'on a pensée en fait pour être zéro déchet au maximum, du moins limiter la création de nouvelles matières premières et faire en sorte aussi qu'elles soient revalorisables en fin de vie. Parce que ça fait aussi partie de l'éco-conception de la chaussure. On pense à sa fabrication, mais il faut aussi penser à sa fin de vie. Donc aujourd'hui, on collabore avec GBTEX, qui est un centre de tri situé en Normandie, qui va se charger de les revaloriser en combustible vert. On travaille aussi en parallèle sur la revalorisation des composants indépendamment, ce qui est assez difficile aujourd'hui. On a un peu de mal parce que la chaussure, c'est difficile à désassembler de par le nombre de composants malheureusement et le nombre de composants qui sont mélangés. Donc aujourd'hui, il y a des alternatives pour recycler la semelle. On peut en faire des terrains du revêtement pour des terrains, par exemple. Mais c'est assez compliqué parce que chacune des structures, la structure qui va démanteler la chaussure est située à un endroit, celle qui va fabriquer, qui va transformer le caoutchouc pour faire du du revêtement, pardon, est située par exemple en Allemagne. Donc il faut aussi prendre en compte toutes ces distances dans le process de transformation et de revalorisation. Donc c'est des choix qu'il faut faire. Et donc c'est encore en travail sur tous ces sujets-là. Très brièvement, pour expliquer un petit peu le process de fabrication d'un de nos faux cuirs, je ne vais pas dire le mot cuir, mais l'une de nos matières végétales, celle en raisin, par exemple, puisque c'est la première que l'on a utilisée. Tout le marc de raisin qui reste après les vendanges, donc tout ce qui est situé, tout ce qui est constitué des peaux, des pépins et des résidus, va être mis de côté par les viticulteurs, va être déshydraté dans des fours pour en extraire toute l'humidité. Ça va devenir une matière très sèche qui va être broyée en une fine poudre et intégrée à d'autres matériaux, dont une partie de PU, pour solidifier la matière avant d'être teinte, puis étalée en de grandes bandes de cuir qui seront ensuite envoyées au Portugal pour être assemblées directement sur la chaussure. Et c'est plus ou moins les mêmes process de fabrication pour les autres matières végétales, si ce n'est pour la matière en olive qui est un peu plus un peu plus clean en termes de composition. Il y a davantage de matières végétales et recyclées. On a 87 d'olives et de matières recyclées à l'intérieur de cette matière-là. Et ce qui en fait une matière beaucoup plus durable et beaucoup plus green. Et c'est l'un des gros sujets lorsqu'on parle de matière végétale, c'est qu'en fait, il y a une petite partie de plastique qui est intégrée dans la matière pour la solidifier, forcément. Et c'est l'un des gros sujets avec lesquels on essaie de travailler main dans la main avec les fournisseurs pour améliorer ces matières-là et faire en sorte de réduire au maximum le pourcentage de plastique utilisé. Quand on parle d'éco-responsabilité, moi, ce que je trouve important de souligner, c'est que c'est important d'avoir un beau discours et d'expliquer tout ce qu'on fait, mais c'est tout aussi important que ce soit aligné avec des actes. Et on essaye de le faire le plus possible. Lorsqu'on dit quelque chose, on essaye de mettre des actes en face. Et on sait que, par exemple, de notre côté, ce qui pèse le plus dans le bilan carbone, on l'a fait réaliser, et on a fait réaliser aussi on a fait l'analyse de cycle de vie de nos produits. Ce qui pèse le plus, c'est le transport. Aujourd'hui, on fait du transport routier, mais on se refuse de faire du transport aérien. Donc, on n'expédie pas nos produits ni en Amérique du Nord, ni en Asie, alors qu'on a beaucoup de demandes. Mais ça me paraît essentiel lorsqu'on conçoit un produit en circuit court de façon intelligente et qu'on prend du temps à initier toute cette démarche-là, de ne pas venir tout gâcher en expédiant notre produit à l'autre bout du monde. Donc, on se refuse de transporter nos produits par avion depuis 2021, mais on trouve des solutions. On a la demande aux États-Unis, donc l'objectif, c'est d'aller s'implanter là-bas. Mais on va le faire pas à pas. On a trouvé un voilier cargo qui peut expédier nos chaussures, donc uniquement avec la force du vent, qui produit 99% d'émissions CO2 en moins par rapport à un bateau. Donc, on va les transporter là-bas, on va stocker aux États-Unis et ensuite, on pourra distribuer directement depuis un entrepôt. Et idem pour l'Asie.
transport par la route de la soie, donc par train, et ensuite on trouvera un entrepôt sur place pour pouvoir stocker puis distribuer. Il n'y a pas de problème, il y a uniquement des solutions. L'important, c'est de savoir les contourner et rester en raccord avec ses valeurs. Eh ben, très Merci. bien, merci Laure. Et puis du coup Nelly, alors on avait un petit temps quand même d'échange ou de questions-réponses sur les deux témoignages qu'on a vus là sur des produits plutôt à destination des particuliers, hein. Enfin en termes d'application, on verra tout à l'heure aussi avec Hervé, on aura ces éléments-là. Félix avait peut-être un point complémentaire à aborder, je vois. Oui, je voulais qu'on rebondir un peu sur la nomination du cuir végétal, là. Je préfère, je souhaite qu'on appelle un chat, matière, je veux dire, alternative serait plus judicieux d'utiliser lorsqu'on utilise justement ces terminologies. Pour défendre non pas uniquement la filière cuir, mais aussi pour remettre un peu l'église au centre du village. Je souhaiterais qu'on utilise les mots, on va le dire, matière alternative. Il en est tous les jours. Du cuir vegan, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé d'ailleurs. Mais par contre, ce qu'on peut dire, matière alternative, je ne suis pas contre, mais je crois qu'on peut appeler un chat un chat. Juste je veux dire, une façon de présenter verbalement la solution pour éviter des amalgames. Merci. Merci. Ouais, de manière générale, on ne l'écrit pas. Moi, je veille toujours à pouvoir dire matière végétale. Peut-être que je l'écris en présentation parce qu'elle date d'un moment. Mais de manière générale, on ne l'inscrit pas et on veille bien à toujours dire matière végétale et non pas cuir. Et merci de rappeler que vous fabriquez en Europe. C'est très bien. Et fabriquer en France, ça sera encore mieux. Ah, mais est-ce que le consommateur est prêt? Ça, je suis moins sûre. Oui, justement, je vous ai dit 92% je veux dire, de consommateurs français sont prêts à acheter français. N'oubliez pas, on a encore aujourd'hui un savoir-faire en France et il faut défendre ce savoir-faire. Alors utilisez justement ce savoir-faire et n'hésitez pas à consulter les fabricants français. Ouais, ce serait avec plaisir et on aimerait vraiment le faire. Moi, ça me tiendrait à cœur. Mais on a déjà fait le comparatif avec les prix et on est sur des prix vraiment supérieurs et on est dans un contexte inflationniste, il ne faut pas l'oublier. C'est déjà assez compliqué, nous, avec nos prix actuels, de s'en sortir. Donc, je ne suis pas sûre qu'on réussirait toujours avec des prix français. Et il y a un autre sujet, c'est que 95% de nos matières premières, elles proviennent du nord du Portugal. Vraiment, on a essayé de sourcer dans un périmètre très, très proche, de façon à limiter le transport au maximum et de concentrer toutes les opérations sur place. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait toutes les transporter en France. C'est-à-dire que vous êtes parti, vous avez qualifié un gisement en fonction de votre modèle. Est-ce que ce gisement ne serait pas réplicable en France? Oui, mais pour tous les composants, lacets, doublures, semelles, etc., qui sont situés dans le nord du Portugal. Je n'ai pas trouvé de matière comparative en France, bien que j'ai sourcé de matières recyclées. Ouais. Est-ce que vous avez cherché? Est-ce que vous avez consulté? Ah oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Nous allons. Du coup, je On va rebondis. Justement, il y avait une question. Voilà, Alors, il y a une question. toujours pour Laure. Et puis après, j'aurais une question peut-être pour les deux, pour Nelly également. On nous demande justement la partie, l'utilisation de PET recyclé en doublure interne. Est-ce que ça va pas avoir une influence sur la durée de vie du produit? C'est vrai que peut-être d'utiliser la matière recyclée, ça peut être intéressant. Néanmoins, est-ce que la durée de vie et le confort peut-être aussi, la résistance à l'abrasion, au frottement de cette matière-là, va pas dégrader le produit au niveau global? Non, jusqu'à présent, c'est des matières qu'on utilise depuis 4 ans. On utilise le PET recyclé pour les lacets et la doublure intérieure et c'est une matière qui est plutôt résistante. Ça dépend du tissage, ça dépend de l'épaisseur et jusqu'à présent, on est plutôt satisfait. Et alors du coup, une question aussi pour Laure et puis Nelly également. C'est vrai que l'enjeu, on a vu les étapes de fabrication, les compositions des différentes matières que vous utilisez dans vos chaussures. Est-ce que l'enjeu de la réparation est quelque chose qui apparaît ou pour l'instant, c'est pas encore le cas? Vous n'avez pas réfléchi la question? C'est une question relativement ouverte, hein, pour vous deux. Alors, comme je l'ai mentionné dans la présentation, oui, effectivement, on a mis en place la réparation. Et on voit que ça a une incidence sur les clients, puisque aujourd'hui, ils achètent une paire et ils me revoient 2 autres à réparer, par exemple. Donc, c'est vraiment un lien concret qui est assez particulier avec le client parce qu'il apprécie sa chaussure
Et on voit que il l'aime bien, il apprécie le confort, et il a envie de retrouver le même. Voilà. Et aujourd'hui, je répare même des espadrilles qui ne sont pas de chez moi, que je refais la toile de dessus avec des anciens jeans. Et du coup, le confort est incomparable parce qu'on est toujours dans l'esprit du jean et du confort. Donc, je réutilise, en fait, je récupère la semelle et je vais optimiser cette matière du jean jusqu'au bout. Ok, très bien. Moi, je me permettrai une toute petite anecdote peut-être d'actualité, puisque la semaine dernière, j'étais en déplacement au Danemark et nous avons participé à un forum dédié à l'économie circulaire, Loop Forum. Et l'un des sponsors au niveau de la restauration, c'était Nespresso. Donc, je suis allée les voir en disant au fait, est-ce que vous savez que… Alors, j'ai raconté un petit peu l'histoire de Zeta Shoes. Et le jeune homme derrière le comptoir m'a dit mais oui, je le sais. Regardez, madame, et il portait une paire de baskets de chez Zeta Shoes. Donc, voilà, c'était la petite anecdote. Donc, bravo. La notoriété de Zeta Shoes prend des ramifications au-delà des frontières largement. Merci pour la jolie anecdote. Et pour répondre au sujet de la réparabilité, oui, complètement. Depuis le début, en fait, on offre les frais de cordonnerie aux clients qui nous ont fait la demande directement sur le site internet pour toute paire qui a été achetée il y a moins de 2 ans. Et donc, on le rembourse directement. Voilà. On n'a pas encore j'aimerais qu'on ait un pôle réparation directement au sein des bureaux, au sein d'une prochaine boutique. Mais aujourd'hui, voilà, pour des questions de coût, c'est pas possible. Mais ce serait la prochaine étape parce qu'évidemment, la paire qui pollue le moins, c'est celle que l'on a déjà et que l'on répare. Effectivement, et ça me fait penser aussi qu'il y a un bonus réparation aussi qui est proposé par les éco-organismes. Là, c'est vrai que toutes les filières REP aussi s'engagent là-dessus sur essayer d'augmenter la durée de vie des produits. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être aussi en plus de ce que vous faites. Le client pour faire réparer son produit peut avoir une petite partie de la réparation qui peut être prise en charge par l'éco-organisme. Alors juste, on va peut-être prendre les questions en termes de durée de vie. Il y a une question sur les durées de vie. Qui était évoqué. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus sur la durée de vie des chaussures ou pas nécessairement? C'est assez variable chez nous, suivant si on en prend soin ou pas. Généralement entre 1 et 3 ans. Donc là, justement, les espadrilles, elles sont avec du caoutchouc dessus, justement, pour plus de résistance. Donc, ça ne donne pas uniquement que de la corde, donc pour plus de durabilité. Très bien. Et ben merci, voilà, effectivement, je savais qu'il y avait des personnes de chez Refashion qui étaient présentes, donc vous avez aussi les éléments complémentaires si vous recherchez des acteurs qui peuvent permettre de réparer vos chaussures ou vos produits textiles. Donc on va passer à la suite avec 2 autres témoignages, plutôt avec d'autres typologies de produits, donc avec Hervé, qui va nous parler de Sodopac. Donc, qui est Oui, basé… alors bonjour. Oui, Voilà. bonjour à tous. Merci pour ces présentations, super. Ravi de voir qu'il y a des… Alors, je ne sais pas si c'est des jeunes pousses, des entreprises relativement récentes, mais en tout cas, bravo à Nelly et Laure pour le concept et la réalisation. Alors, nous, c'est différent parce qu'on est 3 associés. On a repris une boîte, donc Sodopac, il y a 1 an, tout juste 1 an. Une société qui existe depuis 1947. Donc, une société qui a un historique et qui a en plus des produits. On est beaucoup moins dans l'angle vertueux, mais on fait des efforts énormes. C'est le petit Pousset qui va essayer de développer un peu des choses. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'on est les seuls à avoir une semelle particulière. Cette semelle, on va le voir sur le slide suivant, mais c'est la valeur de ce produit qui est la légèreté, le confort, la qualité et la durabilité. On le voit sur le slide d'après, Damien, c'est des produits qui sont exceptionnels par la semelle surtout. C'est-à-dire c'est une semelle qui est très légère, c'est 55% d'air, mais malheureusement, et voilà, c'est là où on a des efforts à faire, c'est un produit qui est issu, c'est du polyuréthane. Donc voilà, la semelle Airflex qui est brevetée, et cette qualité de semelle est faramineuse parce que tous nos concurrents sont plutôt en PVC, et nous on a cette semelle superbe. Mais en contrepartie de ça, évidemment, il y a un gros effort à faire sur la partie au sens large du terme de la RSE. C'est-à-dire pas seulement
l'éco-conception du produit, mais surtout la partie recyclable des déchets de fabrication et la partie recyclable du produit fini, son retour. Donc, ça fait juste 1 an qu'on a repris la société. Il a fallu remettre tout à plat, mais vraiment tout. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur la marque, le logo, la segmentation de marché, sur les différents types de produits, sur l'environnement. Je rentre il y a à peine 15 jours d'Espagne parce que nos fournisseurs de tissus sont en Espagne, parce qu'il n'y a plus de filature en France, il n'y a plus de tissus énormes à acheter en France, donc on les achète en Espagne. Alors par contre, on essaie de se débrouiller pour qu'il y ait un groupage dans les livraisons, on essaie de se débrouiller pour essayer de faire avec nos voisins qui sont dans la même région que nous. On est dans le haut de la Charente, on est à Augignac, enfin dans le bas de la Charente, on est en Dordogne, à Augignac, donc au-dessus de Nontron. Là, on se bat pour être avec nos copains qui ne sont pas franchement des concurrents parce qu'on fait des métiers différents. Il y en a qui travaillent pour l'enfant, il y en a qui travaillent pour la grande distribution avec des produits différents, etc. Mais on essaie de se débrouiller pour, comme on a les mêmes types de fournisseurs, d'acheter à peu près en même temps et de se faire livrer en même temps. On essaie de se débrouiller pour développer d'une partie recyclable possible, c'est-à-dire avoir une benne avec des cartons pour l'ensemble plutôt que juste tout seul, etc., etc., etc. Donc, on travaille sur pas mal de sujets en même temps. Et ma foi, c'est très compliqué parce que vous connaissez la réglementation en France. On a découvert, parce qu'on a repris, il n'y avait aucune chose qui était faite correctement. Donc, ça tombe bien qu'il y ait une personne de Refashion parce que je suis en pleine discussion et essayer de négocier avec Refashion parce qu'on a un arriéré de… Enfin, quand on commence à déclarer, il y a un arriéré de X années. Donc, on se prend ce type de pénalité. On a des choses avec Citeo pour les emballages. Enfin bref, il y a un certain nombre d'organismes qui sont là. Et moi, je trouve ça très bien qu'ils soient là. La seule chose, et c'est pour ça qu'on se bat dans notre entreprise, parce que vous allez le voir derrière, on est surtout Made in France, origine France garantie depuis peu, on se bat sur ce côté-là et on se dit la réglementation, elle est très très bien et on devrait même la durcir encore, mais seulement pas que pour nous en France, mais pour les produits importés. Parce que le grand import tue les sociétés françaises, parce qu'elles n'ont pas cette réglementation, il y a plein de choses qui passent au travers. Et puis, dans le Made in France en général, et là je continue sur les slides suivants, c'est nos produits que l'on présente sont des produits avec le drapeau bleu, blanc, rouge. On est très fiers de ça, on se bat là-dessus et on risque d'aller au Salon de l'Élysée dans peu de temps pour le Made in France. On est très fiers de ça. Merci Félix, je sais que tu n'y es pas pour rien. Et donc, on se base sur ces trucs-là et on s'aperçoit qu'il y a des concurrents qui importent des produits asiatiques avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, le consommateur est complètement perdu. Donc, il y a la partie Made in France, la partie RSE au sens large du terme, parce que ça va très, très loin. Nous, on est allé jusqu'à la partie sociale aussi, c'est-à-dire sociétale. C'est l'ergonomie des postes de travail, c'est des efforts sur le confort de vie des salariés. On a 50 salariés dans l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est quand même une PME moyenne qui demande un certain nombre d'efforts, d'investissement, de qualité de vie, de travail, tout ça en bonne harmonie. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, on essaie de travailler dans le sujet, mais encore une fois, je pense qu'on est les bad boys par rapport à Nelly et à Laure qui ont présenté des trucs super, parce qu'on a un chemin long encore à faire pour améliorer les choses. Heureusement, on a l'aide de la filière. Alors, on a plusieurs filières, on a des clusters différents, et c'est pour ça que je citais Félix, parce qu'on a, grâce à Félix, des clubs d'entreprise de la région, on a le syndicat du Chaussan, on travaille en plus d'aide, parce qu'on a été aidé par la région, on est dans une région hyper dynamique en Nouvelle-Aquitaine, donc on a la région qui nous a aidés, pas seulement par des subventions, mais en plus par des connaissances et des rapports et des réseaux, et notamment, je pense à cette chère Bali d'Edwina, pour laquelle je m'y inscris et je vais arriver tout neuf à voir avec tous ces anciens et toutes leurs expériences dans le domaine et trouver des partenaires, parce que c'est ça l'idée, c'est de travailler en local avec des partenaires. Alors je dis local, ça peut être dans la région, ça peut être même la France, on n'est pas très… Il ne faut pas non plus passer de rien à tout en quelques mois. Paris, ce n'est pas construit en un jour, on aura, et Rome encore moins, et on aura beaucoup, beaucoup de travail à faire. Si je vous dis ça, c'est parce que je sais que il y a pas mal d'industries qui se recréent. Il y a malheureusement des petites boîtes qui sont en train de mourir, mais il y a des industries qui se recréent. On a un savoir-faire, on a beaucoup de choses. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres pour s'aider là-dessus et pour développer nos produits. Alors, pour revenir aux produits, et je finirai là-dessus, vous voyez les atouts du produit. Il est extra souple, léger, il est lavable en machine et surtout les mémoires de forme.
Et ben, vous voyez les étapes de fabrication, comment on le fait, ce produit. Donc, on fait tout de A jusqu'à Z. C'est pour ça que le Made in France nous tient vraiment à cœur. On parle même de Made in Dordogne ou Made in Périgord pour les salariés. Ils parlent de Made in Périgord pour vous dire à quel point c'est ancré. Donc, on a la création des produits, évidemment. On a la sélection des matières. Et quand je vous disais, voilà, les tissus, ils viennent d'Espagne, mais ils viennent d'Espagne. Ils ne viennent pas d'ailleurs. On travaille avec des gens qui fabriquent, pas des importateurs, parce qu'on sait qu'en Espagne, il y a aussi des importateurs et les produits viennent de Chine. Là, moi, j'ai vu de la laine coupée de biquettes, tondue, filée, préparée et refaite en tissu pour nos intérieurs de chaussons. Donc, on a de la coupe après. Tout ça, c'est fait manuellement. Ensuite, si Damien, vous pouvez passer le slide suivant. On a la couture. Voilà, on a un grand banc énorme dans l'usine avec un certain nombre de couturières. Ensuite, on a l'injection de notre semelle, alors la fameuse semelle. Et puis, pour finir, des étapes de finition, donc les barbages avec contrôle qualité, mise en boîte, etc. Mais vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup de travail manuel, à part quelques machines importantes pour la semelle ou pour la découpe du tissu. Tout le reste, et on parle d'industrie artisanale, tout le reste, on se défend là-dessus sur le Made in France, sur un savoir-faire et sur des gens dans un territoire, dans une région qui est le cœur de ce métier-là. Et moi-même, avec mon expérience, parce que j'ai eu pas mal d'expérience à l'étranger ou même en France ou en Suisse, j'ai vu beaucoup de métiers disparaître dans nos régions qui étaient pourtant le bassin d'une activité. La montre en Franche-Comté qui est partie en Suisse, la Plastic Valley, les tissus, on le voit bien, les vêtements, les chaussures. Moi, j'ai passé 15 ans en Asie, donc j'ai bien vu des fabriques aussi de chaussures partout, un peu comme Nelly. Voilà, j'étais mais complètement dingue de voir ça. Tout est parti. Et ben, on a eu la même chose dans le chausson, parce qu'il y a 20 ans, il y a 80% du chausson était fabriqué en France. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est 80% qui est fabriqué en Asie. En termes de volume français, on représente pas grand-chose. Et c'est là où il faut qu'on se batte sur nos armes que l'on a de qualité, de savoir-faire, à un prix raisonnable. L'avantage, c'est que chez nous, on a les 5 canaux de distribution, dont la grande distribution, même si cette année, elle nous plante un peu sur les volumes, mais n'empêche que c'est ce qui fait des volumes et qui fait que ça absorbe les frais fixes, et qu'on a des prix bas. Et on peut se concurrencer avec les prix importés. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on fait de la qualité made in France à un prix exactement le même en prix public que le prix importé Asie. Et ça, c'est très, très, très important. Franchement, on se bat là-dessus, on l'a exposé partout, on en discute tout le temps avec les élus, avec les filières, etc. Parce que les gens pensent, moi, quand je fais le salon Made in France, le consommateur final de 7 à 77 ans veut absolument du Made in France, mais quand il arrive, il dit « Ah bah, vous êtes français, ouais, mais ça va être cher. » Et non, monsieur, regardez mes chaussons, ils sont à 20, 25 euros. À 25 euros? Ben oui, monsieur, ils sont à 25 euros. Et en plus, regardez, c'est des vrais gens qui travaillent dans mon usine. Regardez, on fait du vrai produit ici, 100%. Et là, ça change tout. Parce qu'il y a la barrière du tarif. Je peux comprendre, effectivement, comme disait Laure, sur ses fournisseurs portugais, etc. À un moment donné, il y a la problématique du tarif. Mais n'empêche qu'il y a des moyens d'y arriver, petit à petit, step by step. Elle ne fera pas tout du jour au lendemain, mais on le fera par étapes comme ça. Et ben, on est dans la même optique. Et nous, on développe tout ça. Je pense qu'on est en train d'y arriver. Ça sera encore un petit peu long, mais on va y arriver gentiment. Et puis, quand on aura fini tout ça, écoutez, on pourra dire bravo à toutes ces forces et des énergies qu'on a mis ensemble les uns les autres, que ce soit les filières une fois de plus, les syndicats professionnels, même les élus qui nous aident, parce que les élus nous aident aussi dans la région. Il ne faut pas rêver. Moi, j'aime pas trop les politiques, mais je dois dire que les politiques de la région de Nouvelle-Aquitaine sont vraiment des gens qui nous accompagnent. Donc, bon, voilà. Sans parler d'étiquette, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais voilà. Et puis tous les partenaires que l'on a. On a plein de petits partenaires à droite et à gauche. On utilise des transporteurs locaux, etc. etc. Voilà, il y a des choses à faire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir un peu plus notre façon de faire, d'aller voir sur notre site airplume.fr. Vous verrez nos magnifiques produits. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Merci. Très bien, super, merci beaucoup Hervé sur tout ça. On voit que l'entreprise a été reprise il y a peu de temps, donc il y a beaucoup de projets en parallèle, et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi de voir l'entrain que vous avez en préparant ce webinaire aussi. C'est ce qu'on a vu au niveau des salariés aussi. Il y a toute une action, un travail qui essaye d'être mis en place pour améliorer en interne le fonctionnement de la société. Oui. Alors voilà, donc c'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On va juste faire maintenant témoigner Pierre-François, toujours sur le volet un peu un autre type de produit, plutôt à destination là principalement des professionnels.
Bonjour à tous, merci à tout le monde et bravo à tous les trois là pour fabriquer des chaussures en Europe ou en France, c'est courageux. Donc nous en fait on est issus de l'espadrille aussi. Dans la famille on a été fabricant de chaussures. Et puis, voilà, mon grand-père a lancé cette activité en 1934 parce qu'il était producteur d'électricité et que la fabrication de caoutchouc consomme beaucoup d'électricité. Donc, ce n'est pas si vert que ça, le caoutchouc, même quand il est naturel, en fait. Et donc, il a fait ça pour les fabricants d'espadrilles. Et puis, on s'est mis à fabriquer des sabots et des bottes en caoutchouc très utilisés dans l'agriculture. Et puis, dans les années 70, le PVC, le polyuréthane, est venu concurrencer le caoutchouc. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, ça consomme moins d'énergie. Donc, je ne saurais pas vous dire si c'est plus polluant ou moins polluant, ça va dépendre des critères, c'est assez complexe. Voilà. Et du coup, la plupart des fabricants de bottes en caoutchouc, comme Pirelli, Dunlop, soit se sont arrêtés de faire des bottes en caoutchouc, soit se sont mis à faire des bottes en polyuréthane, ce qui est le cas de Dunlop par exemple aujourd'hui, ou en PVC, ce qui est encore moins cher. Voilà. Et nous, on a résisté en fait en se spécialisant, en fabriquant des bottes de plus en plus techniques pour des niches d'activité. Et donc aujourd'hui, on fabrique principalement des bottes de pompiers qui résistent au feu, bien sûr, mais aussi aux produits chimiques. On a une gamme de bottes pour la protection chimique et on a des bottes isolantes pour travailler sur les lignes haute tension qui sont testées à 15 000 ou 20 000 volts. On fait aussi des bottes pour l'armée qui résistent au gaz de combat, des bottes pour le désamiantage et des bottes pour la spéléologie et le canyoning. Voilà. Et cette spécialisation, ça mène à l'exportation parce que le marché français est petit en fait pour des bottes très techniques. Donc, on s'est mis petit à petit à exporter, d'abord en Europe et ensuite au grand export. Donc, aujourd'hui, on exporte voilà, 55-60% de notre fabrication dans une cinquantaine de pays différents. Alors, nos bottes sont transportées en camion jusqu'à des ports et ensuite en bateau principalement. On a quand même optimisé l'emballage. Donc, en fait, on ne met pas nos bottes dans des boîtes en carton, mais on met 5 paires de bottes dans un carton. Donc, chacune emballée dans un sac en polyéthylène et 5 paires de bottes le plus serrées possible dans un carton pour optimiser le transport. Voilà. Donc, je vais. Alors, les émissions directes au niveau CO2, en fait, elles sont liées à la fabrication, en fait. Donc, je vais vous parler un peu de notre procédé de fabrication. On fabrique les mélanges de caoutchouc. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Et donc, pour ça, on a besoin de refroidir nos mélangeurs. On le fait d'une façon très archaïque, en fait, c'est-à-dire qu'on pompe l'eau de la rivière avec une autorisation voilà, de dériver 10 mètres cubes par heure et de ne pas restituer de l'eau à plus de 30 degrés. Donc, ça paraît très archaïque, mais c'est très efficace. Et donc, ça permet de consommer beaucoup moins d'électricité qu'avec des tours réfrigérantes et des échangeurs thermiques. Voilà. Donc, on est resté sur un système très ancien. Voilà. Ensuite, pardon, juste à la slide précédente, voilà. Ensuite, on a travaillé sur l'isolation des moules aussi, voilà, qui est quelque chose qui, bizarrement, dans l'industrie, les moules, on isole souvent les résistances chauffantes entre le moule et la résistance, mais le moule en soi, et vous verrez, les moules sont métalliques. Souvent, il n'y a pas d'isolant parce que voilà, mais les isolants, c'est un peu fragile et donc jusqu'à maintenant, les moules étaient très rarement isolés. Donc, on travaille aussi sur l'isolation complète du moule. Du coup, voilà, on a des machines actuellement qui sont très anciennes. Donc, c'est de faire durer des machines. Parfois, si c'est des très grosses machines, en fait, ça permet
aussi de protéger l'environnement. Donc, notre mélangeur à caoutchouc, c'est un mélangeur que l'on a reconditionné il y a une quinzaine d'années. Il date de 1965. Voilà, mais c'est une machine qui pèse 25 tonnes. Hein. C'est des machines qui coûtent extrêmement cher aussi à l'achat. Et là, la dernière presse qu'on a achetée, c'est une presse de 500 tonnes. Et on a choisi toutes les options pour les économies d'énergie. Donc, on ne sait pas exactement quand sera le retour d'investissement. Voilà, si on fait 30% d'économie d'énergie, on aura un retour sur investissement dans 10 ans. Voilà, donc c'est quand même un investissement, mais voilà, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, en tout cas. Il y a aussi des moyens de faire avec, voilà, par délestage, par exemple, d'éviter d'augmenter la puissance globale de l'entreprise. Aujourd'hui, on consomme 200, enfin la puissance installée est de 200 kVA, donc c'est relativement important. Et en choisissant à quels horaires on fait tourner les machines, et les machines les plus puissantes, ça permet d'éviter d'acquérir des gros transformateurs, d'avoir des abonnements encore plus importants, d'augmenter les réseaux, les besoins du réseau d'électricité. Voilà. Au niveau informatique aussi, voilà, on a des terminaux en fait qui sont microscopiques, des fois qui sont juste fixés derrière l'écran, et en fait tout fonctionne sur le serveur, et ensuite on a juste un tout petit terminal qui consomme 10 watts au niveau de chaque utilisateur. Donc, au niveau du bilan carbone, en fait, je parlais des sources directes de CO2. On n'en a pas beaucoup parce qu'en fait, on n'a pas de combustion sur notre site. Par contre, il y a des sources indirectes, et les sources indirectes, elles sont notamment par la consommation d'électricité et la façon dont l'électricité est produite. Donc, on consomme tous de l'énergie nucléaire. Alors nous, on a fait le choix d'un fournisseur un peu alternatif, puisqu'il nous vend en théorie de l'énergie 100% renouvelable. Alors il ne faut pas croire les gens qui vous disent ça, hein, voilà, parce que à l'instant T, si c'est en été, si c'est en hiver, si c'est à une heure de pointe, il y aura forcément, dans les électrons qu'on va consommer, il y aura forcément de l'énergie nucléaire. Donc même si c'est écrit sur son site internet, sur les contrats et tout ça, il ne faut pas croire ce qu'on vous raconte. Donc, en France, je crois que c'est pas loin de 80% de l'électricité qui est produite avec du nucléaire. Donc, c'est ça qu'on consomme avant tout. Mais c'est quand même un moyen de supporter les énergies renouvelables, de choisir ce genre de contrat. Et donc, c'est le choix qu'on a fait, sachant qu'on est aussi producteur d'électricité dans la famille. Voilà. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, ensuite, dans le scope 3 d'un bilan carbone, il y a toujours les sources indirectes, et qu'on peut appeler aussi sources cachées. Là, ça veut dire que ce n'est pas nous qui allons émettre du CO2, mais c'est nos fournisseurs, en fait. Donc, parfois, c'est les sources les plus importantes. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on achète un produit à son voisin qu'on n'a pas émis de CO2. Il faut voir ce que son voisin fait, en fait. Donc, aujourd'hui, voilà, notre choix, c'est de faire un produit le plus léger possible. Donc, par rapport aux bottes américaines, de fabrication américaine, ou certaines bottes asiatiques, on a un produit qui est beaucoup plus léger. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas passer certaines normes, notamment des normes américaines, mais par contre, il peut être apprécié pour son confort. Voilà, on a choisi un produit minimaliste, en fait. Voilà, donc c'est vraiment mettre le minimum de matière. Ça demande voilà, beaucoup d'essais, de mise au point. C'est pas forcément facile. Et c'est le choix qu'on a fait. Ensuite, il y a le choix des matières. Donc, pour le textile, on travaille avec une microfibre. Donc, pour des raisons techniques, ce qui est assez décrié, la microfibre, parce qu'on dit que ça pollue l'eau, en fait, voilà. Alors, il se trouve que les bottes en caoutchouc, vous les mettez pas à la machine à laver, donc on n'est pas soumis à cette réglementation-là, celle des vêtements. Voilà. Ensuite, il y a le choix de l'embout de sécurité. Donc, l'embout de sécurité, jusqu'à il y a une quinzaine, vingtaine d'années, était systématiquement en acier. Nous, on a des embouts en plastique actuellement,
parce que pour nos bottes isolantes, en fait, pour des raisons techniques encore, on a fait le choix du plastique pour enlever tout ce qui est conducteur. Et la tendance, c'est même d'aller sur des embouts en composite. Donc, en fait, techniquement, aujourd'hui, on est souvent amené à faire des choix qui vont à l'inverse de ce qu'il faudrait faire d'un point de vue écologique. Donc, le composite, c'est le pire au niveau recyclage et c'est absolument pas justifié sur un embout de sécurité de mettre du composite. Ça permet de gagner quelques millimètres sur la longueur de l'embout. Donc, sur une chaussure, ça ne se voit absolument pas. Et de gagner quelques grammes, c'est plus cher qu'un embout en plastique et beaucoup plus cher qu'un embout en acier. Voilà. Donc, malheureusement, on voit sur le marché assez peu de choix dans la chaussure de sécurité. Voilà, souvent, c'est beaucoup de marketing autour du recyclage, de l'écologie, mais quand même, les choix principaux sont faits par rapport à ce que demande le marché, malheureusement. Donc, il faudrait pouvoir avoir un impact plus fort sur l'acheteur, sur la réglementation, ainsi de suite. Donc, nous, on formule nos mélanges de caoutchouc, c'est-à-dire qu'on va choisir tous les composants d'un mélange de caoutchouc. Il y a une quinzaine de produits différents dans un mélange de caoutchouc. La gomme étant le produit principal, mais il y a tous les autres, et tous les autres, c'est que des produits chimiques, en fait. Donc, on ne peut pas dire que le caoutchouc soit naturel, c'est la gomme qui est issue de l'EVA, et il y a déjà une transformation chimique avant que ça arrive en Europe. Donc, le caoutchouc naturel, pour nous, il vient du Vietnam principalement. Les caoutchoucs synthétiques qu'on achète, notamment pour les bottes qui résistent aux produits chimiques, les bottes de pompiers, ils viennent de Corée, du Sud et du Japon principalement. Donc, ça vient de très loin. Voilà. Mais ceci dit, le dernier produit qu'on a conçu pour l'isolation électrique, le caoutchouc naturel était un très très bon isolant pour l'électricité. Donc, on l'a conçu en mettant uniquement de la gomme naturelle. Et on a réussi à mettre aucun plastifiant, donc ça évite les phtalates. Aujourd'hui, on est soumis à la réglementation REACH. On avait déjà remplacé certains plastifiants par d'autres plastifiants contenant des phtalates, mais qui ne sont pas encore interdits. Et là, on a fait un autre choix. On a carrément choisi de ne pas en mettre. Donc, on met un peu moins de charge. On ne met pas du tout de plastifiant. Et par contre, on a sûrement un mélange un peu plus cher et peut-être avec une résistance un tout petit peu moins bonne. Voilà. Et sur le choix des accélérateurs aussi, c'est ce qui participe à la vulcanisation du caoutchouc, qui fait que le caoutchouc n'est pas recyclable. On ne peut pas dire vraiment que ce soit recyclable, le caoutchouc. On peut le broyer, c'est ce qu'on fait en partie, voilà, pour le recycler, mais on ne peut pas faire marche arrière une fois qu'on a vulcanisé le caoutchouc, ou très difficilement à renfort de beaucoup d'énergie ou de produits chimiques. Donc, voilà, on a quand même choisi des accélérateurs qui permettent d'avoir des caoutchoucs qui n'émettent pas de nitrosamine pendant leur durée de vie. Donc, c'est des composés toxiques, en fait. Et les accélérateurs, il y en a dans tous les caoutchoucs et c'est des composés qui sont CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de la provenance des matières pour nous qui vient d'assez loin et pour tous les caoutchoucs qu'on consomme en Europe. Hein. Voilà, il y a quelques alternatives avec des plantes, mais c'est vraiment au stade expérimental. Voilà, donc le taux de rebut, c'est un point à surveiller en fait, et comme on a une fabrication assez artisanale, c'est quelque chose de très délicat. Donc, en fait, chaque opérateur qui travaille sur les presses chez nous, en fait, a une prime individuelle pour être sensible au taux de rebut. Et ensuite, on recycle ou plutôt on réutilise, parce que je vous ai dit que ce n'était pas recyclable, les bavures de caoutchouc qui sont issues du moulage par compression de nos bottes. Donc, en fait, on a acheté d'occasion un broyeur et un microniseur en Allemagne. Donc, c'est la photo du milieu, là, en bleu. Et donc, on va faire une poudre très fine avec ce caoutchouc, avec ces bavures, qu'on est obligé de trier par catégorie de caoutchouc et par couleur. Et ensuite, on va réincorporer environ 10% à 10 à 20% de cette poudrette dans un mélange neuf.
Voilà. Mais par contre, ça a aussi un impact, ça va faire baisser la durée de vie du produit et la qualité du produit. On le fait sur presque toutes nos bottes, sauf les bottes isolantes testées à 15 et 20 000 volts, parce qu'on ne peut pas se le permettre techniquement. Voilà, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien, merci Pierre-François. Effectivement, je ne sais pas si les gens ont des questions. On a vu que c'était justement des produits assez spécifiques qui rentrent dans la certification des EPI aussi, il me semble, parce qu'on avait discuté aussi. Il y a tout un contexte aussi normatif qui est derrière, qui est quand même important sur cette question notamment d'usage, de durée de vie, de contraintes d'utilisation de ces matériaux, de ces composants, pour la protection des personnes. Alors, est-ce qu'on avait des questions, soit pour Hervé, soit pour Pierre-François? Je regarde, Pas encore, a priori. Pas encore. Ah, Félix? Oui, je vais intervenir un peu, on a parlé de chiffres encore une fois, sur les importations et exportations. On pourra dire que quand même, nous sommes passés d'un pays, on va dire, importateur important, hein, on va dire. Juste pour vous remettre un petit contexte pour les années 2021 et 2022, pour donner un chiffre d'exportation de la chaussure française, hein, c'est près de 4 milliards d'exportations en 2021 pour 120 millions de chaussures exportées. Et en 2022, près de 5 milliards, une très très bonne évolution de 25% sur 135 millions de chaussures exportées pour 2022. Bon, c'est important, il faut le reconnaître, hein, mais par contre, au niveau de cette exportation, on pourra dire qu'elle est principalement liée, je veux dire, vers les territoires de la communauté européenne, 56% sur notre Europe, 18% vers l'Asie, 13% vers les Amériques. En ce qui concerne, je veux dire, les importations, c'est autre chose. Nous avons une importation, 38% de notre activité en France, je veux dire, est européenne, je veux dire 38% d'importation et 59% depuis l'Asie. Il y a quand même une petite baisse depuis l'Asie, on va dire de l'ordre de 3 à 4%. Par contre, au niveau de l'importation en général, on est passé en 2021 à 6 milliards, je veux dire 6 milliards 6 milliards 6 d'importation contre 8 milliards 275 en 2022. Et on a réduit par contre l'évolution des importations de volume de paires. On est passé de 426 millions de paires en 2021 contre à peu près 463 en 2022. Des chiffres qui sont assez parlants pour justement voir le contresens du retour de la réindustrialisation en France et puis de cette filière dont on a besoin, mais aussi de pouvoir aussi nous permettre, face à des leviers législatifs, de pouvoir nous protéger aussi contre justement les importations dites de la fast fashion. Mais alors, excusez-moi, juste une petite remarque. Les exportations augmentent fortement, mais la production française diminue. Hein. Oui. Il faut faire attention. Oui. Et sur la consommation, comme sur la production et donc sur les importations aussi, si tout ça, ça diminue, c'est aussi parce qu'il y a eu une période Covid, et notamment dans le chausson, hein, pas dans le chausson en général, mais dans le chausson, il y a eu une période Covid où il y a eu une explosion des ventes de chaussons, et on est redevenu à une norme un peu plus basse, et surtout, les grands demandeurs, c'est-à-dire la grande distribution, a beaucoup commandé pendant la période Covid et a encore des stocks, a du mal à les écluser. Donc, ça nous coûte un peu cher en ce moment, cette histoire-là, parce qu'ils ont des stocks qu'ils ont payé pas cher, notamment d'Asie, et ils sont en train de les écluser avant de recommander. Donc là, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde du chausson, et du chausson particulièrement. Si je peux me permettre, en France, aujourd'hui, il se fabrique environ 15 millions de paires de chaussures, dont pratiquement un tiers, ce sont des articles chaussants, c'est-à-dire des articles d'intérieur, et principalement fabriqués en Nouvelle-Aquitaine, puisque tous les fabricants sont en Dordogne ou en Charente, sauf une entreprise qui se trouve du côté du Mans. Voilà, donc voilà un petit peu la réalité du terrain aujourd'hui en France. Oui.
Ok, merci. Est-ce que, alors, je voyais pas de questions. Alors, effectivement, J'ai un dernier point. ouais. J'ai eu l'honneur de visiter les deux usines de Sodopac et de Etche Sécurité. Je peux vous dire que j'ai été impressionné par la qualité des infrastructures, du sérieux des employés et surtout de la propreté de nos ateliers. J'ai été scotché, je viens de passer 25 ans en Scandinavie, on parle je veux dire, du mythe scandinave très structuré. Je peux vous dire qu'on a deux beaux exemples et les produits en reflètent vraiment ce qui est mis en avant dans ces usines. Je tiens à les féliciter. Merci beaucoup, Félix. Merci Félix. Merci, effectivement. Alors, est-ce que, justement, sur cette vision, je dirais, environnementale aussi, pour finir là-dessus, est-ce que, côté Hervé ou Pierre-François, est-ce qu'il y a il y a des attentes spécifiques de la part des clients sur ces enjeux, je ne sais pas, en termes de reprise des produits en fin de vie, de choix de matières premières, peut-être, je sais qu'on avait échangé sur peut-être des matériaux plus, entre guillemets, éco, quelque chose qui pouvait être utilisé. Est-ce que c'est des tendances ou c'est pas forcément le cas pour l'instant? Alors, c'est une tendance. Nous, on sent une lame de fond qui arrive avec certains qui freinent, étant donné la complexité déclarative, administrative et financière, mais il y a une tendance de fond. On vient juste d'être certifié GRS pour nous, à Sodopac, et c'était principalement suite à la demande. On souhaitait le faire, bien entendu, mais on avait la pression d'un client, un client de la grande distribution, qui nous l'a demandé en priorité pour des produits qu'on aura à livrer là, pour le mois de juin. Donc, ça devenait un sujet, un vrai sujet. On a cette tendance aussi d'éco-conçu, c'est-à-dire que plus ça va, plus on nous demande des produits recyclés ou recyclables, parce que c'est pas la même chose entre un recyclable et un recyclé, et c'est pas le même coût surtout. Et donc, on demande de plus en plus. Donc, on a fait une segmentation de nos produits, une segmentation marketing, de manière à avoir des produits un peu plus premium qui soient 100% recyclés et qui soient complètement, hein, jusqu'au fil, aux bordures, enfin la totalité de tous les accessoires, de manière à ce qu'on arrive à un produit qui soit vraiment dans l'air du temps et qui soit surtout un produit éco-responsable comme l'entreprise peut l'être, parce que l'industrie est tellement montrée du doigt, et notamment l'industrie du textile est tellement montrée du doigt sur la partie voilà, propreté non apparente, dégradation de l'environnement, déchets, etc., que je pense que cette lame de fond, elle va aller encore plus vite que l'on pense, parce qu'aujourd'hui, il y a une accélération, enfin, notamment depuis le début de l'année, on entend vraiment parler que de ça et partout. Voilà, je pense que ça va le faire. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres intervenants, mais… Nous, on a pas mal de demandes liées à l'innocuité, donc voilà, d'attester qu'il n'y a pas de PFAS, par exemple, dans nos produits. Donc ça, c'est une grosse tendance. Et c'est vrai qu'il y a une demande, y compris de certaines administrations publiques ou de l'armée ou comme ça, de récupérer les produits en fin de vie, même si souvent c'est une aberration écologique, hein, parce que c'est faire voyager un produit qui est destiné à la mise en décharge, en fait. Donc, voilà, alors qu'il devrait être mis en décharge sur son lieu d'utilisation, ça serait beaucoup mieux. Et éventuellement, qu'il soit valorisé énergétiquement, mais ça, c'est vraiment pas une tendance. Donc, c'est quelque chose qui est évité. Alors, que souvent, comme on ne peut rien en faire d'autre, moi je pense que ça pourrait être une bonne valorisation pour les produits en caoutchouc. Voilà. Mais oui, il y a une grosse demande. Il y a beaucoup aussi de réglementations qui sont contradictoires. Par exemple, pour limiter la déforestation, eh bien, on va regarder de très près en fait l'utilisation de caoutchouc naturel, comme je ne sais pas, de tout un tas d'autres produits, voilà, comme le bois exotique, comme tout un tas d'autres choses, hein, bien sûr. Et voilà, et l'alternative, c'est du caoutchouc synthétique, c'est le pétrole, c'est voilà. Donc, c'est très, très compliqué. Voilà, on essaie de faire des choses de bon sens qui
qui nous semble évidente, mais ensuite, parfois, c'est difficile de trouver une ligne directrice. Alors, on n'est pas tout à fait soumis, nous, aux mêmes réglementations que pour les chaussures qui sont destinées, en fait, à un utilisateur privé, puisque nous, c'est destiné à des professionnels à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un sacré casse-tête. Ouais. Très bien, je vous remercie en tout cas. Je vois qu'il est bientôt 15 heures. Je voulais juste terminer sur justement présenter un petit peu les dispositifs d'aide qui existent pour les entreprises qui veulent s'engager justement sur ce volet éco-conception. Donc, comme j'ai dit... Damien, Pardon, oui? excuse-moi, il y avait juste une question, Ouais, sur peut-être pour les Jean-Claude kilos de Gégou. matières recyclées. Ah, pardon. Combien de chaussures vendues en France? Voilà, pour... J'avais noté 15 millions de chaussures qui avaient été dit tout à l'heure. Non, Ah, c'est fabriquées. Ah non, c'est 15 fabriqué. millions de chaussures. 15 millions de chaussures sont fabriquées en France, Ah oui. mais aujourd'hui, ils se vendent, je dirais, dans les 390 millions de paires de chaussures. Bon, il faut quand même noter que comment dirais-je, ça a pas mal diminué. Ça veut dire peut-être aujourd'hui le français consomme mieux ou moins, mais il n'y a pas très longtemps, on était sur plus de 450 millions de paires de chaussures qui étaient vendues chaque année. C'est énorme, hein? Ok. Oui, donc effectivement, à remettre Merci, Jean-Claude. en parallèle entre les 450 millions fabriqués, enfin vendus et les 15 millions fabriqués, c'est vrai que ça fait un distinguo quand même assez significatif. Mais vous avez pu remarquer que Félix a donné un chiffre d'exportation qui était beaucoup plus important que 15 millions, ce qui est normal, parce que vous avez des entreprises françaises qui font aussi fabriquer à l'étranger sous leur propre marque, et ces produits, ces sociétés peuvent les revendre à l'exportation. C'est pour ça que le nombre de paires exportées est plus important que le nombre de paires fabriquées en France. Et puis, quand on dit fabriquer en France, ça veut dire assembler la tige et la semelle, hein, c'est ça, Jean-Claude? Donc, oui, exactement. C'est ça. Donc souvent, en fait, là où il y a beaucoup de main-d'œuvre, notamment la fabrication de la tige, c'est souvent fait à l'étranger. Oui, c'est exact. La plupart des tiges sont fabriquées à l'étranger. Donc, pour pouvoir avoir un produit fabriqué en France, le fabricant a le droit d'utiliser un dessus de chaussure qui est importé, mais à condition qu'il ne soit pas fermé, c'est-à-dire à condition que la tige ne soit pas assemblée avec une première de montage, vous voyez, comme une chaussette. C'est-à-dire, si un fabricant importe des dessus de chaussures chaussettes, où il n'a plus qu'à mettre la semelle, il n'a pas le droit d'indiquer que c'est fabriqué en France. Il faut que le dessus de la chaussure soit ouvert. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est tous les enjeux des allégations. Il y a quand même une réflexion aujourd'hui dans notre industrie, dans notre région en Nouvelle-Aquitaine, où certains partenaires réfléchissent pour éventuellement créer un atelier collectif sur la fabrication de ces tiges. Il y a une petite réflexion, une petite information. Par contre, ce qui est important, et ça il faut le souligner, c'est que les entreprises comme Sodopac, qui sont labellisées France Origine Garantie, dans ce cadre-là, le produit doit entièrement être fabriqué en France, c'est-à-dire la coupe, le piquage des dessus et le montage et la finition doivent être français. Donc ça, c'est super, parce que ça, c'est un vrai produit made in français pour moi. Merci Jean-Claude, c'est exactement ça, oui. Effectivement, donc je vous remercie pour ces précisions et l'enjeu des allégations environnementales constitue aussi un point important justement pour rassurer, pour avoir une certaine traçabilité derrière, pour communiquer sur des performances environnementales et sociales du produit. Donc juste pour terminer de manière assez rapide, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez travailler sur ce volet éco-conception, il y a évidemment des dispositifs d'aide qui existent. Comme je l'ai dit en introduction, la région et l'ADEME porte une politique qui vise à développer, à déployer l'éco-conception dans les entreprises. Donc, c'est ce qu'on anime au sein de Soltena et avec les CCI, avec ce programme régional qui s'appelle BICOM. Donc, dans ce programme-là, les entreprises, ce qu'on propose, il y a trois axes et trois leviers d'action, hein, je dirais. Le premier, c'est vraiment sensibiliser l'ensemble des acteurs à intégrer l'environnement dans la conception de leurs produits. Donc, comme aujourd'hui, on organise toute une série de webinaires
généralement le mardi de 13h30 à 14h30. Donc le prochain, on va aborder la notion de la réparabilité, notamment avec l'association HOP, dans la conception de produits notamment. Au mois de juin, on aura un sujet sur l'éco-conception des services. Donc là aussi, des enjeux environnementaux à prendre en compte lorsqu'on propose un service. Donc souvent, on parle de produits, mais il y a également évidemment des démarches d'éco-conception portées sur les services. Pour les entreprises aussi, sur les différents territoires, la CCI notamment organise des ateliers sur 2 heures pour justement comprendre de manière assez inspirante, sous forme d'un serious game, hein, d'un jeu qui permet d'incarner une équipe, une entreprise et d'incarner différentes fonctions dans l'entreprise. Et la finalité, ça va être d'éco-concevoir son premier produit en fonction des différents leviers, des différentes stratégies qu'on veut mettre en place. Donc là, il y a tout un calendrier qui est mis à disposition sur le site de la CCI et sur la plateforme Recita pour pouvoir trouver un petit peu si vous souhaitez vous inscrire à ces différentes animations. Deuxième levier pour les entreprises qui veulent se faire accompagner. Donc là, il y a des dispositifs d'aide individuels qui existent. Donc, selon la taille de son entreprise, selon le projet qu'on va mener, il y a différents dispositifs qui existent. L'ADEME et la région soutiennent plusieurs solutions. L'idée étant de faire, je dirais, ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire prendre son produit, identifier ses principaux enjeux qui peuvent être réglementaires, qui peuvent être stratégiques, qui peuvent être d'élaborer, je ne sais pas, une stratégie de communication, par exemple. À l'intérieur de ça aussi, on va avoir la réalisation d'une analyse du cycle de vie, donc mesurer les impacts environnementaux du produit sur son cycle de vie, et puis évidemment élaborer un plan d'action, c'est-à-dire sur quoi va falloir travailler en priorité pour améliorer son offre. Donc là, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, en fonction de son besoin, on a notamment les dispositifs qui existent, qui s'appellent Tremplin, qui est soutenu par l'ADEME, qui permet justement d'identifier un peu faire ses premiers pas sur le volet éco-conception, avec un taux qui varie entre 70 et 80% de l'enveloppe budgétaire d'un accompagnement pour faire ce qu'on appellerait plutôt un pré-diagnostic. Ensuite, si on va aller plus loin, il y a l'ADEME qui soutient toujours avec là, c'est porté par BPI France, ce qu'on appelle un diag éco-conception. Je reviendrai juste après pour vous présenter un petit peu ce que ça représente. Là, c'est assez formalisé. Il y a un certain nombre de bureaux d'études et d'acteurs qui sont agréés par BPI pour pouvoir mener cet accompagnement-là avec les entreprises. Et là, le taux d'aide varie toujours selon la taille de son activité, entre 60 et 70%. Et puis, si jamais on n'est pas éligible à ce dispositif-là, soit l'ADEME, soit la région peuvent aussi vous soutenir dans ce qu'on appelle les aides au conseil pour pouvoir identifier ces leviers, ces actions d'éco-conception qu'on va pouvoir mener. Si on est une ETI ou une grande entreprise, là aussi, on peut utiliser ces dispositifs régionaux ou l'ADEME avec un taux d'aide qui sera un peu plus restreint. Quand je parlais du diag éco-conception, globalement, c'est sur cinq grandes étapes, hein. Évidemment, l'éco-conception, ça va être le premier niveau, c'est d'analyser le contexte de l'entreprise. Donc, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur voilà, quelles sont les attentes, les besoins, quels sont les leviers qu'on va pouvoir traiter. Ce qui va être important, c'est que nous, en tout cas dans l'éco-conception, on va essayer de former les entreprises et de former les différents métiers les équipes internes pour pouvoir avoir les principaux leviers et connaître un petit peu mieux sur quoi on va pouvoir agir. Donc là aussi, il y a ce volet-là qui est important et qui est à mettre en place. L'évaluation environnementale sur le format d'analyse du cycle de vie que vous voyez un petit peu sur la partie droite, et puis mettre en place ce plan d'action. Donc là, c'est un forfait c'est quelque chose d'assez cadré, qui est assez bien utilisé, je dirais, qui se diffuse relativement bien au niveau national et en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, pour les entreprises qui veulent après mettre en œuvre des actions, donc je sais pas, investir sur des équipements plus performants, comme des presses à injecter, par exemple, des dispositifs qui vont peut-être réduire le taux de chute des produits, expérimenter peut-être des procédés de recyclage ou de réparation des produits. Là aussi, toujours la région et l'ADEME peuvent vous aider à faire des actions de mise en œuvre ou d'investissement autour du volet éco-conception. Donc là aussi, selon la taille de son entreprise, on va pouvoir en prendre enfin l'ADEME ou la région peuvent en prendre une partie en charge. Donc en gros, globalement, si vous avez une question sur tous ces sujets-là, n'hésitez pas à revenir vers moi. On sera là avec les partenaires qui étaient présents aujourd'hui ou qui sont autour de ce programme régional d'éco-conception pour vous aider à trouver la meilleure solution à votre niveau. Et voilà, on a fait à peu près le tour. En tout cas, on a dépassé d'un petit peu de 5 minutes le webinaire qui était relativement riche, hein. Je crois que Laure
et Nelly ont dû nous Nelly. quitter un petit peu avant. En tout cas, je remercie tout le monde de votre participation, les intervenants aussi. On avait du monde, il y avait beaucoup de choses à dire. Et donc voilà. Donc merci à tout le monde de votre participation, de vos échanges et de vos actions que vous menez au sein de vos entreprises. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Et puis voilà, donc comme je l'ai dit en introduction, on va remettre en ligne tout ça sur la page, le replay de ce webinaire, et puis le support également sera mis à disposition de tout le monde. Donc voilà, donc merci, je vais clôturer ce webinaire, et puis bonne fin de journée à tout le monde, et à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.